Pourquoi je te dis de regarder même si t'es pas concerné? Parce que la rupture fait peur. Quand on a peur de la rupture, on fait tout pour l'éviter. Et les comportements qu'on adopte pour éviter la rupture sont précisément ceux qui foutent la merde dans la relation et qui provoquent la rupture. Comme d'hab, on a peur de quelque chose parce qu'on croit qu'on ne sait pas le gérer, parce qu'un jour ça nous est arrivé et on n'a pas su le gérer et en fait depuis on n'en a rien appris. Et donc tout ce que tu apprends et comprends de la rupture en amont, ça va changer ta vision des choses et ça va te sécuriser, te rassurer à l'avance. J'ai pas dit que ça allait te faire rêver non plus, hein, c'est normal, une rupture ça fait chier absolument tout le monde sur cette terre, mais de là à ce que ça te crée une peur panique et que ça pourrisse tes relations et ta vie, c'est pas normal. L'intensité de la souffrance liée à une rupture est due à deux choses. La première, c'est tes blessures pas guéries. On croit souvent que quand on a mal, le temps va faire les choses, mais en vrai, le temps ne fait les choses que si on en fait quelque chose de ce temps-là et qu'on prend soin de ces blessures. Ça va pas se faire tout seul. Donc c'est normal qu'au fur et à mesure que tu te prends des baffes dans la gueule, si tu ne fais rien de manière proactive pour te faire du bien, en fait elles vont juste s'accumuler les unes aux autres et c'est pour ça que c'est de pire en pire et que la moindre baffe en fait te fout par terre littéralement. Et comme c'est de pire en pire et que peut-être que tu ne fais rien pour guérir concrètement ces blessures-là, naturellement t'as peur de la prochaine baffe parce que t'as peur du truc qui va vraiment te tuer quoi. Donc l'intensité de la rupture est premièrement liée au fait que tu as des blessures encore actives. Pour ça il n'y a pas de secret, c'est la thérapie. Ça fait 20 minutes que j'ai commencé, on est au 5e avion. La deuxième chose qui te transforme en purée et où quand on te ramasse à la petite cuillère et qu'on tourne la petite cuillère, ça fait... C'est ton état d'esprit, ma tourterelle, c'est ta perception des choses, ce que tu te racontes dans ta tête sur la relation, la rupture, sur ta vie d'après et tout. La majorité du temps à cause de ton raisonnement pourri qu'on a vu dans cette vidéo. C'était le seul mec bien. L'amour c'est vraiment pourri. Je suis trop nulle, personne ne m'aimera jamais. Je vais finir seule. Mais c'est pas vrai, ça c'est le mode victime qui fait rien et qui se laisse crever. Tu n'es pas ça. Ah, mais arrêtez de me piquer, putain. Tout est hostile. On va donc commencer par l'état d'esprit et après on verra la trousse de secours avec ses actions concrètes. Il y a quelques jours, j'ai demandé à ma communauté sur Instagram de me poser sa question brûlante du moment pour donner des nouveaux sujets de vidéo. Et donc il y a une tourterelle qui m'a demandé comment survivre à une rupture. J'étais très attendrie par cette question. Elles étaient toutes plus géniales les unes que les autres, mais j'ai eu envie de traiter celle-ci en premier. Pour poser cette question, comment survivre à une rupture, ça demande d'abord d'avoir cru, d'avoir eu l'impression que tu pourrais en mourir physiquement ou psychologiquement. Quelle que soit la force de cette impression et la profondeur de ta souffrance, c'est faux. C'est faux. Avoir l'impression qu'on peut en mourir, 7e avion. Avoir l'impression que tu pourrais en mourir, c'est une perception immature de la séparation. Enfant, le lien est une condition de survie. Donc si dans mon enfance, le lien que j'ai vécu avec mes parents a été bancal ou de mauvaise qualité ou que j'ai manqué d'attention, n'importe quoi, en fait, une partie de moi est restée kéblo là-dedans parce que j'ai pas eu la sensation que ma survie était garantie à travers ce lien. Donc je suis toujours dans cette recherche-là. Et 9e avion. Donc je suis toujours dans cette impression que je pourrais en mourir. Donc voilà, aussi irrationnel que ça puisse paraître aujourd'hui, si pendant l'enfance je n'ai pas été garantie dans ma chair de ma survie à travers le lien aimant de mes deux parents, je suis restée bloquée là et une partie de moi continue à rechercher cette garantie-là. C'est pour ça qu'on veut des garanties tout le temps en amour alors que ce n'est pas possible puisque aujourd'hui on est adulte et que ça ne marche plus comme ça. Car oui, entre-temps, j'ai grandi, je n'ai plus besoin techniquement du lien aimant de mon parent pour survivre, puisque mon processus d'émancipation a fait de moi un adulte techniquement apte à se prendre en charge. Donc même si j'ai l'impression que ça pourrait me tuer, c'est faux. Donc s'il te plaît, si ça t'arrive d'avoir cette sensation que tu vas crever, regarde cette impression comme ce qu'elle est. Une impression, une illusion ultra crédible
mais pas en lien avec la réalité des faits. Raccroche-toi à ça, même si c'est difficile, tu peux survivre seul en tant qu'adulte, quoi que tu penses. Même si c'est difficile, et je sais que c'est difficile, mais traverse ce qui t'arrive en te raccrochant à cette réalité-là. Ta souffrance est notamment due à ton état d'esprit immature qui croit encore aujourd'hui qu'on peut en mourir. C'est ton interprétation de ce que tu vis, de la réalité, qui génère ce que tu ressens. Et oui, parce que ton interprétation, en plus d'être biaisée et fausse, elle est super musclée avec toutes tes blessures à travers les années. Donc c'est vraiment prendre conscience de ça et te le répéter, rester en lien avec la réalité qui va t'aider à regagner les berges de la vie. Voir la réalité telle qu'elle est, sortir de sa position d'enfant pour prendre du recul et voir les choses en tant qu'adulte objectif et en lien avec la réalité, c'est ça la maturité affective. On va maintenant voir les étapes du deuil amoureux. C'est fondamental de les connaître. La première chose à dire sur ces étapes, c'est que malgré leur apparence linéaire, elles ne le sont pas. Tu peux les vivre un peu dans le désordre, tu peux en vivre une et puis après tu reviens à l'autre alors que tu croyais déjà l'avoir traversée. C'est le bordel, c'est normal. On va en parler tout au long de cette étape de la vidéo. Quand on est dans l'émotion, rappelle, il n'y a pas de temps pour l'inconscient. Donc ce que je vis dans le présent, j'ai l'impression que je vivrai ça toute ma vie. C'est pas vrai. Les émotions, ça fluctue, encore faut-il se laisser traverser par elles, parce que comme il y en a beaucoup qui sont très difficiles à vivre, et ben on a tendance à mettre un couvercle dessus, les bloquer, et c'est là qu'on se met des bâtons dans les roues. Donc même si je sais, ma tourterelle, que t'as pas du tout envie de ressentir tout ce qui te traverse pendant une rupture, la clé pour chacune de ces étapes, ça va être précisément de ressentir ça et de te laisser traverser, aussi contre-intuitif que ça puisse paraître, puisque la porte de sortie, c'est à travers. Chaque étape de ce deuil a un intérêt précis, c'est un processus à suivre, donc chaque étape est importante. La première étape, c'est le choc. Alors c'est une étape, il n'y a pas vraiment d'avantage à ce truc-là, c'est juste que tu apprends que voilà, c'est terminé. Quoi ? What the fuck ? Mais pourquoi ? Attends. Hein ? Quoi ? Mais non ? Il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus, c'est assez factuel, donc on passe à la suite. La suite nous intéresse déjà vachement plus, puisque la deuxième étape du deuil amoureux, c'est le déni. 10e affaire. Le déni, c'est quand on réalise pas, genre j'ai l'info, d'accord, je sais qu'il y a un truc, mais ça reste relativement intellectuel, je suis pas encore dans l'état émotionnel du truc. Le déni peut être total ou partiel. Et le déni, c'est quand tu te dis non mais ça va pas trop en ce moment, mais il va revenir. Oh, oui, en fait on se sépare, mais en fait ça va. Quand tu es dans cette phase de déni, tu vas aussi interpréter pour être sûr que tu as bien compris, ou plutôt pour te rassurer que tu n'as pas mal compris, tu vas interpréter des signes d'amour, des preuves d'amour, des trucs comme ça. En fait, tu vas essayer de te raccrocher à ce qui t'arrange, quoi. Les erreurs pour traverser cette étape, pour passer ensuite aux suivantes et un jour se reconstruire, ça va être de faire comme si de rien n'était. Donc oui, sans blague, c'est le propre du déni, machin, mais quand même, ça demande de le voir. C'est pour ça qu'on fait cette vidéo et que tu la regardes, même si tu n'es pas encore concerné. Selon ton degré de déni, la tentation peut être forte de te changer les idées, de sortir. Les gens vont te dire oui, viens avec nous, ça va être plus sympa. 11e avion. Donc en gros, toi-même ou ton entourage va tout faire pour que tu ne te sentes pas mal. 90% du temps, ce sera de la fuite. Être mal fait partie du processus, ça va être obligé. Si tu le refuses, si tu refuses de traverser ça, tu vas juste retarder ton bien-être. Les actions à faire, bon, c'est pas vraiment des actions, mais d'une, ça va être de respecter le choix de l'autre. Et de deux, ça va être de prendre conscience de son déni. C'est-à-dire que quand tu te dis oui, il m'a quitté, mais en fait ça va, demande-toi si tu ne serais pas un peu dans le déni. Donc c'est juste, cette prise de conscience-là va t'aider à te préparer au tsunami émotionnel qui t'attend et qui est normal. Le bénéfice de cette phase du déni, c'est de te protéger au moins temporairement de la violence du choc pour en fait l'étaler dans le temps que, un peu comme pouf, une goutte comme ça qui va s'étaler, ça passe toujours peut-être un peu mieux selon la structure émotionnelle de chaque personne qu'une grosse vague dans ta gueule.
Alors oui, des fois ça fait ça, mais en fait le déni c'est un mécanisme de protection. Donc plus on est fragile, plus on va avoir tendance au déni. Et si je suis fragile justement à cause de toutes mes blessures pas guéries, dont certaines ont été très violentes, y a des gens qui restent un peu bloqués longtemps en fait. Et quand je dis bloquer longtemps, ces personnes vont effectivement comprendre qu'il y a quelque chose et vont peut-être ressentir des émotions, mais pas autant. En fait, le processus émotionnel de transformation ne va pas se faire pareil. Donc du coup, il va y avoir pas mal de restes. Et ça peut ressortir en relation, parfois de manière toxique. Est-ce qu'on change d'endroit là, putain, parce qu'il y a des travaux de merde? Du coup, on en était où? On va aborder la troisième étape qui est la colère. La colère, c'est quand je me sens frustrée et impuissante et donc que je fais des tentatives de puissance. En général, la colère, on peut la diriger contre l'autre. Putain, mais il aurait pu m'en parler, on aurait pu arranger les choses. Ah ouais, il veut m'en faire baver. Il va comprendre, je vais lui en faire baver moi aussi, je veux qu'il crève, je veux qu'il ait mal. Il s'est vraiment foutu de ma gueule. Un canard. Apaise la colère, petit canard. Elle peut être aussi dirigée contre soi-même. Quelle conne de s'être fait avoir une fois de plus. Même pas foutu de garder quelqu'un. Mais j'aurais dû le voir venir là, putain. Voilà, c'est tout de ma faute, je fais que de la merde. Ou contre le reste, la vie est vraiment une pute. L'amour c'est pourri, je veux plus jamais entendre parler de cette merde. La première erreur à éviter dans cette phase de colère, c'est de se venger. C'est complètement stérile. Une deuxième erreur à éviter va être de rabaisser l'autre pour surmonter soi. Ensuite, tu peux rentrer dans une phase de culpabilité. La culpabilité, c'est de la colère dirigée contre soi et te flageller. Mais non. Une autre erreur serait de remettre toute la faute sur lui en mode victime, ou alors de remettre toute la faute sur soi en mode bourreau de soi-même. Du coup, les actions à faire pendant cette phase de colère, ça va être de vivre cette colère, de vivre l'intensité de cette colère, mais en restant maître de ses actions. On n'envoie pas des messages pour insulter, on peut pester, tu as le droit de vivre tout ce que tu veux, mais avec tes amis. C'est le moment de se défouler, mais surtout de clarifier ce que tu veux et ce que tu veux pas. La colère, c'est la gardienne du respect. Donc évidemment que peut-être que cette personne ne te respectera pas autant que tu aurais envie de lui demander là maintenant tout de suite, mais pense-y pour les prochaines fois. Ce que tu veux et ce que tu veux pas, c'est ce que tu vas projeter dans le futur, ce que tu n'accepteras plus à partir de maintenant. Tu peux pas refaire ce qui a été fait. C'est le moment aussi, comme on peut avoir tendance à culpabiliser, de clarifier de quoi on est vraiment responsable. Parce qu'il y a plein de gens qui se remettent en question, et c'est une qualité, mais qui se remettent trop en question. Et là, on sort de la justesse de cette qualité-là. On tombe dans son piège et on devient manipulable. Les bénéfices de la colère, eh bien, le premier, ça va être de te construire une bulle en fait. La colère en tant que gardienne du respect, dans sa fonction énergétique, c'est comme si, c'est ce qu'elle fait une bulle autour de toi qui établit tes limites. Et en fait, elle va t'aider à te sentir en sécurité dans les émotions qui vont venir par la suite. Donc elle est très importante. Elle va te sécuriser pour que tu puisses ensuite t'abandonner à la vulnérabilité de la tristesse. C'est une invitation à se positionner, à s'affirmer, à satisfaire ses besoins et à choisir le respect. La colère, en fait, elle établit une distance saine entre toi et l'autre. Donc c'est une énergie de distance. Et en fait, elle est là pour t'aider à te détacher de celui qui s'est déjà détaché de toi. Cette colère, elle produit un détachement sain, approprié et nécessaire pour que tu puisses suivre ton processus de reconstruction sans cette personne. Peut-être que quand tu m'écoutes, là tu te dis oui, mais moi je ne ressens pas de colère. Certaines personnes peuvent être coupées de leur colère pour tout un tas de raisons. La plus fréquente étant que, comme la colère est une énergie de distance, si j'ai un fort besoin de connexion, du coup la colère va être en contradiction avec mon besoin de connexion qui est carencé. Et j'ai un besoin de proximité, donc en fait la colère va éloigner l'autre de moi et c'est là qu'on en vient malheureusement à privilégier la connexion au respect. Donc ça ne marche pas. Oui, je sais, on n'arrête pas de changer d'endroit, ce tournage est le bordel, moi aussi j'en ai marre. Plus ça va, plus on descend sur cette courbe et plus on y résiste, puisqu'on a peur de vraiment perdre l'autre et aller vers cette courbe, ça veut dire accepter que l'autre est parti, que c'est fini. C'est pour ça qu'après la colère va venir le marchandage généré par la peur.
voilà, je vais m'habiller sexy, là, si avec ça, il n'a pas envie de me sauter dessus et de se remettre avec moi, et bah, c'est lui qui aura perdu. La peur que ce soit vraiment fini nous met en action pour éviter que ce soit fini, et là en l'occurrence avec les mauvaises actions, puisqu'elles me dirigent vers le fait de récupérer l'autre que je suis en train de perdre. C'est là qu'on tape sur Google « récupérer son ex », marché très lucratif. Ce n'est pas le moment. Ce truc de récupérer son ex est un automatisme, ce n'est pas un vrai choix, puisque c'est un choix dicté par la peur de perdre. Donc on n'a pas du tout le discernement qui nous ferait faire ce choix de récupérer son ex en conscience de ce que ça représente réellement. De toute façon, pour récupérer son ex, le travail est le même que pour ne pas le récupérer, c'est-à-dire que ça demande de passer à autre chose parce que on n'est jamais autant séduisant que quand on s'éclate dans la vie et qu'on n'en a plus grand-chose à faire. Et c'est comme ça. Si jamais vous devez vous remettre ensemble, c'est le fait que tu ailles de l'avant qui le fera éventuellement revenir, pas le fait que tu lui cours après. Ce ne serait sain de éventuellement le récupérer que si tu changeais ce qui t'incombe dans l'échec de cette relation. Parce que si tu retournes en faisant la même chose, eh ben ça va donner la même chose. Et ça va mal finir une deuxième fois. Hein. Donc tu l'auras compris, l'erreur à éviter dans cette phase, c'est de se laisser aller dans l'automatisme, l'élan naturel et automatique de récupérer son ex, alors qu'on n'a même pas traité le dossier et fait preuve de discernement sur la situation. Qu'on est juste dans la réaction, je perds, je ne veux pas, donc j'y retourne. Non. Donc les bénéfices de cette phase, ça va être les bonnes actions à faire que ma peur me dit de faire. C'est-à-dire de me poser les bonnes questions pour que, peut-être, un jour, on puisse se remettre ensemble. Mais à partir d'un truc intelligent, quoi. Pour ça, la meilleure chose à faire est encore de chercher un soutien objectif, c'est-à-dire pas nécessairement ta famille ou tes amis, pour faire preuve d'un vrai recul afin de faire grandir ce qui est immature en toi. La meilleure chose à faire est quand même de se faire accompagner dans ces phases-là pour guérir ses blessures, faire preuve de recul. Ça se fait en thérapie ou en coaching. Si tu veux qu'on en parle et si je peux t'aider dans tout ça, n'hésite pas à m'envoyer un petit message, le lien est dans la description. On arrive à une phase que énormément de gens redoutent, qui est le creux de la vague de la tristesse, parce que c'est tout simplement associé à de la faiblesse. Et comme tu commences à le comprendre, il n'y a pas de temps pour l'inconscient, donc en fait pour l'inconscient, si je souffre maintenant, je souffrirai toujours. C'est la même chose partout. Ma vie est foutue. Je rencontrerai jamais quelqu'un d'aussi bien. Je vais finir seule. Je suis vraiment une merde pour qu'on veuille pas de moi comme ça. Je m'en remettrai jamais. Ce sont des illusions, ma tourterelle, d'autant plus extrêmes que tu as un raisonnement immature, mais au moins cette phase de désespoir qui te fait toucher le fond va t'aider à faire un nettoyage efficace. Mais voilà, il faut avoir bien conscience qu'on se dit ça parce que on est dans un état émotionnel qui nous fait absolument désespérer, que ça a un rôle et que c'est une phase à traverser. Ça ne veut pas dire que c'est vrai. Quoi foutre quand on est triste? Les erreurs à éviter, ça va être de se remettre avec quelqu'un pour se consoler, non. Ça va être aussi de noyer son chagrin dans l'alcool, de fuir dans la weed ou je sais pas quoi, non. Chiale. Chiale à fond, chiale tout ce que t'as, ne résiste à rien. Tu es dans une énergie basse, tu vas la traverser, c'est une phase, les énergies fluctuent et plus tu y résistes, plus tu te maintiens dedans. Donc même si c'est très impressionnant, on y va, ça ne te tuera pas. Tu ne peux pas mourir de ça et en trouvant un soutien adéquat, tu vas pouvoir justement traverser cette phase-là. C'est une phase difficile, c'est normal, mais tu vas t'en remettre. Même si ça te paraît inconcevable à ce moment-là, raccroche-toi à la réalité. Les bénéfices de la tristesse, eh bien, c'est de nettoyer ce qui est terminé pour laisser de la place au nouveau, ce qui est terminé, même si laisser partir ce qui est déjà parti, en fait, c'est juste laisser partir. Et puis, ça va être aussi de s'ancrer dans cette nouvelle réalité. La tristesse ancre. On passe ensuite à la phase d'intégration, phase où on commence à percevoir un avenir éventuel qui pourrait, pourquoi pas, ressembler à quelque chose. Il y a des perspectives qui s'ouvrent. On commence à retrouver ses moyens. L'erreur principale à éviter dans cette phase, c'est se dire que c'est bon, on est sur la pente ascendante et que
on est tiré d'affaire. C'est faux. Tu vas avoir des phases de tristesse, de colère, de machin, des phases émotionnelles où tu vas te dire « Putain, ça recommence !» C'est normal, il y a un truc un peu cyclique, voilà, encore une fois, c'est pas linéaire, donc accepte juste que, il y aura des jours avec et des jours sans, et il y aura de plus en plus de jours avec et de moins en moins de jours sans. Le bénéfice de cette phase, c'est de commencer à reprendre sa vie en main, sa responsabilité aussi, et de se remettre dans l'action et de se poser les bonnes questions, comme par exemple, quels étaient les signes annonciateurs sur lesquels j'ai fermé les yeux ? Qu'est-ce qui était de ma responsabilité? Qu'est-ce qui était de la sienne? C'est toujours 50-50, hein, donc on ne prend pas la responsabilité de l'autre, il était avec nous, il a fait des erreurs aussi. On commence à sécher ses larmes et penser à l'après. On termine donc ce voyage initiatique avec la reconstruction. Là, tu vas vraiment te mettre dans l'action pour te créer des nouveaux repères et vraiment t'occuper de ta vie et réapprendre à vivre sans ton ex. Alors, réapprendre à vivre sans ton ex, parfois la relation n'a pas été suffisamment longue pour qu'on ait ne serait-ce que le temps d'apprendre à vivre avec. Et peut-être que si tu te retrouves à faire un fat deuil là, après une relation courte, peut-être que le problème réside dans le fait que tu n'avais pas de repères dans ta vie, tu en manquais et tu espérais en trouver un auprès d'un amoureux. Mais ça marche pas comme ça. C'est forcément bancal parce que du coup ça veut dire que ta sécurité affective dépend du seul mec que tu as dans ta vie, donc évidemment que tu fais tout pour pas le perdre parce que si tu crois que ta vie va s'écrouler sans lui, non, là il y a des petites choses à bosser. Ces repères que tu construis dans cette phase, ils sont stables quand ils dépendent de toi justement. Et ça, c'est ton nouvel état d'esprit, ta nouvelle manière de réfléchir, d'agir, de rencontrer, enrichi de tout ce que tu as vécu à travers cette relation-là. Parce que tu as pris le temps de discerner les apprentissages et d'apprendre de tes erreurs. Et il n'y a rien qui change sans choix. Il n'y a rien qui change sans choix, ok ? C'est en relation et en crise de relation qu'on voit vraiment ce que ça donne, le travail sur soi. Où est-ce qu'on en est vraiment là-dedans? Qu'est-ce que ça vaut tout ce que j'ai fait là pendant ces semaines, ces mois et ces années? Une rupture, c'est une crise et c'est une opportunité géniale pour discerner des nouvelles pistes de travail. Voilà pour ce guide de survie de la rupture. J'espère que ça t'a aidé ou que ça va t'aider ou que ça pourra aider n'importe qui traversant cette période difficile pour tout le monde. Il y aurait encore plein de choses à dire là-dessus, mais évidemment on ne peut pas faire une vidéo exhaustive sur le sujet. Si au-delà de cette vidéo, tu as envie d'aller plus loin, de faire un travail personnel, un travail de guérison et de prise en main de ta vie, tu peux me contacter pour des séances individuelles en ligne, donc où que tu habites, ça marche pareil, mon lien est dans la description. Si je te dis tout ça aujourd'hui, c'est parce que c'est ce que j'ai fait et je serais pas là aujourd'hui à te faire cette vidéo avec ce projet de Viens on s'aime si j'avais pas pris ma vie en main précisément suite à une rupture. Tout ça, tout ce bazar, ça a commencé en 2014 quand après 6 mois, le mec avec qui j'étais est parti pour quelqu'un d'autre du jour au lendemain. Ça m'a dévastée, j'ai passé les 2 pires mois de ma vie et voyant que je sentais que j'avais plus aucune valeur maintenant qu'il m'avait quittée, j'ai commencé à faire des séances d'hypnose et c'est comme ça que j'ai découvert l'hypnose et que j'ai choisi d'en faire mon métier. Alors ça m'a pas transcendé non plus, disons que ça a ouvert des portes parce qu'il y avait beaucoup de travail à faire. J'avais jamais travaillé sur moi tout simplement, je découvrais le développement personnel, mais en tout cas ça m'a ouvert une voie super. C'est grâce à ça que je suis là aujourd'hui et que du coup je peux faire preuve de gratitude envers lui parce que c'est quand même quelqu'un de très bien malgré ça. Et puis remercier cette opportunité de m'avoir amené jusqu'ici. Partage cette vidéo autour de toi, cette peur autour de la rupture, elle fait énormément de mal, elle sabote tout et moi j'en ai marre. Tu peux aussi mettre un pouce, ça mange pas de pain et puis ça aide à se partager tout seul dans YouTube. Courage ma tourterelle, tu vas pas mourir, tu vas survivre à ça. Tu vas même t'en remettre et tu vas même vivre après si tu te prends en main aux bonnes actions avec le bon soutien et surtout que tu prends la responsabilité et que tu te mets en action et que surtout tu traverses toutes ces émotions plutôt que d'y résister, aussi impressionnantes qu'elles soient. Prends soin de toi.